Eh bien salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la Coupe du Monde, plus précisément de la première journée de la Coupe du Monde, parce que maintenant toutes les équipes ont joué leur premier match respectif et on peut déjà se faire une idée de quelles équipes ont bien convaincu, ont l'air de concurrents sérieux pour remporter ce titre de champion du monde. Et on peut aussi se faire une idée des autres équipes qui n'ont pas convaincu du tout et qui vont avoir beaucoup de mal à déjà se frayer un passage en huitième de finale. Voilà, c'est parti, on commence directement avec les tops. J'en ai noté 5, on a la Russie, l'Espagne, le Sénégal, le Portugal et la Belgique. On va commencer avec la Russie. Leur premier match était contre l'Arabie Saoudite, le match d'ouverture de ce mondial 2018. La Russie qui est évidemment le pays hôte de cette Coupe du Monde 2018, qui a convaincu dès son premier match avec une victoire 5-0 face à l'Arabie Saoudite, avec notamment un doublé de Tcherichev. Donc voilà, une performance très convaincante de la part des Russes, qui avait l'air très dangereux, et que ce soit défensivement ou offensivement, surtout offensivement bien sûr, en inscrivant 5 buts. Voilà pour la Russie, on va voir jusqu'où ils peuvent aller, sachant qu'ils sont à domicile. C'est vrai qu'ils ont quand même un léger avantage sur les autres nations. C'est pas une équipe qui a énormément de stars, mais c'est une bonne équipe qui est poussée par son public. On passe maintenant à l'Espagne. L'Espagne donc qui jouait son premier match face au Portugal. Voilà, le match qui s'est terminé 3 buts partout. Un match, sûrement le meilleur match de ce début de Coupe du Monde. Voilà, j'arrive pas à penser à un autre match qui soit plus spectaculaire que celui-là pour l'instant, avec des buts incroyables, une intensité incroyable et une maîtrise du jeu des Espagnols hors norme, avec notamment Isco et David Silva qui contrôlaient complètement le milieu de terrain. Diego Costa qui commence à revenir un peu et retrouver le chemin des filets avec un très bon match face au Portugal. Voilà, l'attaquant espagnol qui n'a pas beaucoup joué cette saison puisque il ne pouvait pas jouer ou être transféré plutôt à l'Atlético avant le mercato hivernal. Donc il n'a pas joué avec Chelsea jusqu'en janvier. Et après, depuis son retour à l'Atlético, il a eu un peu de mal, il n'a pas marqué énormément de buts. Mais là, il commence à revenir et au plus haut niveau auquel on l'attend et on le connaît. Donc voilà, bien sûr, l'Espagne, c'est une grosse nation du football. Donc beaucoup d'attentes de la part de leurs supporters. Et je trouve quand même que malgré le match nul obtenu face au Portugal, ils ont vraiment convaincu. Une maîtrise collective assez importante de la part de l'Espagne. Le seul bémol de l'Espagne pour l'instant suite à ce premier match, c'est vraiment De Gea qui a vraiment surpris en faisant une performance Kariusesque. Voilà, qui a fait pas mal d'erreurs. Donc à voir si De Gea garde sa place de numéro 1 avec la sélection espagnole. Ensuite, j'ai mis le Portugal. C'est pas vraiment pour désigner la performance collective du Portugal, mais plutôt la performance de Cristiano Ronaldo, bien sûr, qui est le capitaine de cette équipe portugaise et qui les a portés face à l'Espagne, tout simplement, en inscrivant les 3 buts du Portugal, notamment le dernier but sur coup franc direct. Voilà, vraiment un grand joueur, Ronaldo, et qui pourrait vraiment faire mal. Cristiano Ronaldo, qui n'a jamais vraiment trop impressionné en Coupe du Monde pour l'instant dans sa carrière. Je pense que cette année, il va vraiment inscrire énormément de buts en Coupe du Monde. Je les vois pas se faire éliminer en 8ème, donc je les vois au moins en quart de finale. Donc voilà, le Portugal de Ronaldo qui est vraiment intéressant, mais très dépendant de Ronaldo. C'est-à-dire que si Ronaldo fait un mauvais match, il y a peu de chances que le Portugal gagne. Et si Ronaldo fait un bon match, il y a peu de chances que le Portugal perde. Enfin voilà. Donc dans les tops, je mettrais plutôt Ronaldo plutôt que le Portugal. Ensuite, j'ai mis la Belgique suite à leur match face au Panama, victoire 3-0 avec notamment un but exceptionnel de Dries Mertens qui est probablement l'un des buts les plus beaux du tournoi à l'heure actuelle, avec aussi un doublé de la part de Romelu Lukaku. La Belgique ont vraiment convaincu sur cette deuxième mi-temps. Le seul élément un peu douteux de cette équipe belge, c'est leur système en fait à 3 défenseurs qui fait jouer en fait Kevin De Bruyne à un poste assez bas sur le terrain finalement. C'est vraiment un joueur très important dont on ne peut pas se permettre de limiter ses capacités entre guillemets. C'est-à-dire que c'est un joueur qui doit participer à l'attaque et quasiment seulement à l'attaque en fait. C'est un joueur offensif avant tout. Et c'est pas un joueur qui doit passer la moitié de son match à devoir récupérer des ballons. Enfin, c'est un joueur qui doit faire le jeu, créer les occasions pour ses partenaires, faire marquer Lukaku, faire marquer Mertens, faire marquer même Carrasco, Hazard. Donc c'est vraiment le point d'interrogation par rapport à cette sélection belge pour l'instant. À voir dans leur prochain match face à la Tunisie et l'Angleterre, surtout contre l'Angleterre, comment
comment ça va se dérouler pour les Belges, mais pour l'instant c'est vrai qu'ils sont quand même assez convaincants avec un Lukaku et un Mertens intéressant. Hazard, voilà, Hazard, c'est Hazard, donc voilà, c'est toujours bien d'avoir Hazard dans son équipe, avec notamment sa capacité de dribble et de pénétration dans la surface. Lui aussi peut faire jouer ses coéquipiers et faire marquer Lukaku et Mertens. Donc voilà, une équipe belge quand même très très dangereuse. Après défensivement, c'était le Panama, donc je pense pas que c'était le test idéal pour tester la défense, mais c'est vrai que défensivement ils n'avaient pas l'air très mal en point. Et la dernière sélection qui m'a vraiment convaincu dans ce mondial 2018, c'est le Sénégal avec leur match face à la Pologne hier. Un match assez bizarre finalement, parce que c'était plutôt la Pologne qui dominait. Voilà, le Sénégal a plutôt procédé en contre, mais défensivement très très solide le Sénégal. Voilà, la Pologne avait pas des occasions franches. Après, c'est vrai que la Pologne n'était pas vraiment inspirée non plus, mais défensivement, le Sénégal, ça tient la baraque. Ils se sont pris un but en fin de match sur coup de pied arrêté, mais à part ça, vraiment un bon match défensif de la part du Sénégal. Et offensivement, le talent de Sadio Mané et ses partenaires ont parlé d'eux-mêmes. Bon, premier but assez chanceux, c'est vrai, il faut l'admettre, une frappe d'Idrissa Gueye déviée par un défenseur polonais, voilà, qui termine au fond des filets. Szczęsny ne peut rien faire. Le deuxième but, une contre-attaque magnifiquement effectuée par Mbaye-Niang, qui sent bien le coup. Voilà, mauvaise passe en retrait de la part de Krychowiak, mais Mbaye-Niang qui est bien sur le coup, qui arrive bien à éliminer Szczęsny et qui marque dans le but vide. Voilà, le Sénégal qui, je pense, est l'équipe africaine la plus forte de cette compétition et qui peut éventuellement aller en quart. Bon, après demi, ce sera vraiment pas facile, mais je pense qu'ils peuvent passer les huitièmes. Donc je les vois quand même faire quelque chose pendant cette Coupe du Monde. Donc voilà pour l'équipe de Sadio Mané. Maintenant, on va passer au flop. Alors, les équipes qui ont floppé pendant cette première journée de Coupe du Monde, j'ai mis l'Argentine, le Brésil, l'Allemagne et la Colombie. Alors, la raison pour laquelle j'ai mis ces 4 équipes et pas d'autres équipes qui ont aussi perdu, c'est parce que tout simplement ces équipes-là avaient beaucoup d'attentes de la part de leurs supporters et n'ont tout simplement pas du tout été à la hauteur des attentes qu'avaient les supporters. Donc on va commencer avec le Brésil. Le Brésil qui jouait face à la Suisse, le match qui s'est terminé sur un match nul, un partout. Le Brésil qui n'a vraiment pas été convaincant. Voilà, faut le dire, le seul Brésilien qui m'a convaincu, c'est Coutinho, qui a marqué un somptueux but. Bon, après on est habitué, hein, il marque tout le temps le même but, mais à chaque fois c'est de plus en plus beau, donc voilà, moi je ne peux qu'admirer. Cependant, face à la Suisse, le Brésil, qui est quand même un pays qui a remporté un quart des Coupes du Monde qui ont eu lieu, en match d'ouverture face à la Suisse, ils doivent faire mieux. Neymar, certes c'est un très bon joueur, hein, je le néglige pas, mais là, contrairement aux joueurs des petites nations qui eux jouent vraiment pour le pays, pour la nation, avec passion, vraiment pour le maillot, ils mouillent le maillot à fond, ils jouent pour l'équipe. Là on voit un Neymar qui joue vraiment, on dirait pour son image, qui cherche vraiment juste à impressionner par rapport à lui. On aurait dit qu'il s'en foutait si le Brésil gagnait ou perdait, tant que lui faisait un bon match, ça le dérangeait pas, quoi. Il voulait juste faire le show, il voulait juste faire quelques dribbles. Voilà, dès qu'il recevait le ballon, hop, il la passait pas, il s'arrêtait, il faisait 2-3 gris-gris. Si le défenseur suisse était assez agressif, et Neymar reculait au lieu de faire la passe. Enfin, c'était vraiment une mauvaise performance de la part de l'attaquant brésilien, qui est vraiment quand même le joueur dont on attend une grande Coupe du Monde, quoi. Et là, je suis désolé, mais il est vraiment pas à la hauteur. Donc voilà, je trouve que le Brésil, pour l'instant, après ils peuvent se rattraper, hein, ils doivent encore jouer contre le Costa Rica et la Serbie. Je sais pas exactement dans quel ordre, mais voilà, c'est 2 matchs qui sont à leur portée, bien sûr. Ouais, le Brésil, ils partent quand même avec le statut de favori pour cette Coupe du Monde. S'ils n'arrivent pas à convaincre lors de la phase de poule, ça va être un peu difficile pour la suite. L'Allemagne, qui pendant ce match face au Mexique, a vraiment joué comme une équipe banale, quoi. On n'aurait vraiment pas dit que c'était les champions du monde. La défense avait l'air hyper douteuse, avec Hummels, Boateng, qui pourtant sont son coéquipier en club, donc ça devrait être solide, quoi. Il ne devrait pas y avoir de doute là-dessus. Mais pour quelconque raison, Boateng Hummels, vraiment fébrile sur ce match. Offensivement,
Werner, c'est pas le genre de buteur fait pour l'Allemagne. Voilà, certes c'est un très bon buteur, hein, mais ses qualités c'est vraiment dans la vitesse et la finition. Et là, dans ce système allemand, il faudrait vraiment un buteur grand, type Mario Gomez, quoi, costaud, bon de la tête. Et c'est pas du tout le style de joueur qu'est Timo Werner. Donc je pense que c'est un peu une erreur de la part de Joachim Löw de titulariser Timo Werner sur ce match. Je pense que voilà, il aurait dû faire rentrer Mario Gomez un peu plus tôt et titulariser Mario Gomez pour les prochains matchs, parce que je pense qu'il est vraiment plus adapté au style de jeu de l'Allemagne que Timo Werner. Voilà, vraiment pas très convaincant cette équipe d'Allemagne pour l'instant. Après, ils ont encore 2 matchs de poule pour convaincre et se lancer dans cette compétition, mais pour l'instant, vraiment pas bon, ces Allemands. Ensuite, on va parler de l'Argentine de Lionel Messi, qui s'est totalement fait éteindre en fait par l'Islande, quoi, parce que certes, l'Argentine a dominé, ils avaient la possession, ils avaient tout le temps le ballon, mais l'Islande, ils ont fait preuve de réalisme, ils ont marqué leur but. Voilà, l'Argentine, Agüero leur a quand même permis de marquer un but, Messi a raté le penalty, qui leur aurait quand même donné les 3 points, je pense. Voilà, après, on peut pas se permettre de rater des penalties et d'être aussi dépendant d'un seul joueur à ce niveau. Dès que l'Argentine donnait la balle à Messi, il y avait directement 3 Islandais sur lui. Et ils ont raison, ils ont fait leur devoir, l'Islande. Ils savaient que en empêchant Messi de jouer, l'équipe d'Argentine n'arrivait pas à jouer. Et Sampaoli, ce qu'il n'a pas compris, c'est qu'il a Dybala sur le banc, et que Dybala, si l'équipe adverse est focalisée sur Messi, Dybala, il peut faire mal à cette équipe adverse. Mais ça, Sampaoli, il n'a pas compris. Il préfère faire jouer des ailiers qui jouent en Argentine, qui sont forts sur FIFA, mais qui sont nuls, enfin qui sont pas nuls en vrai, mais qui apportent pas grand chose, qui sont sûrement pas des joueurs du calibre de Dybala. Je sais pas pourquoi, mais il a envie de faire ça. Il a envie de faire jouer des Messa, des Pavone, mais pas Dybala. Dybala, non, il ressemble trop à Messi. C'est vrai qu'avoir 2 Messi, c'est vraiment pas bien, quoi. Enfin, je veux dire, quelle équipe n'aurait pas envie d'avoir 2 Messi dans son équipe? Enfin, après, je dis pas que Dybala est aussi fort que Messi, mais c'est vrai que on les compare souvent parce qu'ils ont un peu le même style de jeu. Et c'est vrai que Dybala est quand même un très bon joueur aussi. Et se passer d'un tel joueur, c'est vraiment gâcher quelque chose, je trouve. Et enfin, la dernière équipe dont j'aimerais parler, c'est la Colombie. La Colombie qui jouait face au Japon, qui a perdu 2-1. Bon, après, c'est un match un peu particulier puisque la Colombie s'est pris un carton rouge à la 3e minute. Donc, carton rouge penalty. Le Japon qui transforme le penalty, donc 1-0 dès le début du match. Et la Colombie à 10. Donc, forcément, ils n'étaient pas aidés par Carlos Sanchez. Ce qui n'est pas convaincant avec cette équipe colombienne, c'est qu'offensivement, ils n'y arrivent pas tant que ça. Ils ont marqué sur coup de pied arrêté, un bon coup franc de la part de Quintero. Bon, après, on va dire un peu une erreur du gardien japonais quand même. Mais j'ai trouvé Falcao inexistant sur ce match. James, quand il est rentré, il n'a pas fait grand chose, je trouve. Bon, après, apparemment, il avait quelques fatigues musculaires, je crois. Donc à voir s'il se remet de ses fatigues musculaires et qu'il sera titulaire au prochain match, qui pourra vraiment montrer de quoi il est capable, surtout en Coupe du Monde, parce que c'est un joueur qui affectionne beaucoup la Coupe du Monde, on dirait, puisque c'est la compétition où il est le plus prolifique, on va dire, où il montre vraiment toute l'étendue de son talent. Mais voilà, cette sélection colombienne qui va devoir donc se passer de Carlos Sanchez pour leur prochain match, et qui défensivement, face au Japon, qui est quand même pas l'équipe la plus dangereuse du tournoi, ont pas trop tenu le choc. Donc voilà, je trouve que cette équipe colombienne a beaucoup de choses à prouver par la suite dans cette compétition. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Bon, je pense qu'elle a été un peu longue, j'ai un peu beaucoup parlé, mais voilà, c'est un peu mon ressenti sur cette première journée de Coupe du Monde. Voilà, dites-moi un peu ce que vous pensez de la Coupe du Monde pour l'instant. Qui vous voyez vainqueur, qui vous voyez être éliminé prématurément. Voilà, n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez un like, mettez un commentaire, dites-moi ce que vous pensez. Et moi, je vous dis à la prochaine pour débriefer la deuxième journée de Coupe du Monde.